Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, c'est le 12e épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés par le passé. Si vous arrivez et que vous commencez par cet épisode, bienvenue, il n'y a pas de souci, chaque épisode est indépendant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter Audrey, qui va être notre invitée aujourd'hui lors de ce podcast. Audrey, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Merci, bonjour à tous. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très très bien, merci. Audrey, toi, tu es formatrice, tu es aussi juriste, donc ce sont des casquettes très intéressantes en lien avec les CSE, notamment par rapport à la spécialité de formation qui nous concerne et qui concerne ce podcast. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu, raconter ce que tu juges intéressant de partager sur ton parcours et comment tu en es arrivé aujourd'hui à former les CSE? Oui, eh ben, pas de souci. Alors du coup, moi, j'ai fait un master, du coup, en droit social. Ensuite, après, je me suis lancée dans la défense, des salariés CSE, organisations syndicales, directement en cabinet d'avocat. J'ai fait ça pendant 6 ans. Du coup, je faisais, du coup, du conseil auprès des CSE, des organisations syndicales, des salariés, mais aussi, de la formation, que j'ai trouvée, du coup, très intéressante pour, du coup, vulgariser le droit, transmettre le savoir et cetera, que du coup, les salariés ou CSE, n'ont pas forcément, de base, en tête, hein. Ils ne connaissent pas leurs droits, comment, du coup, potentiellement, améliorer les conditions de travail face à l'employeur et cetera. Et du coup, depuis, quelques mois, je me suis lancée, du coup, à mon propre compte pour être, du coup, formatrice, en CSE. Voilà. Eh ben, bienvenue dans la grande famille des formateurs CSE. On est très content d'avoir des personnes passionnées par le droit également. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a tous des profils un petit peu différents. Toi, tu viens du monde du droit, il y en a qui viennent plutôt du monde de la sécurité, il y en a qui viennent plutôt du monde des syndicats, des élus, ou même de la compta par la partie formation économique. Et c'est assez cool d'avoir tous ces profils différents qui font que même si les formations obligatoires sont le même déroulé, d'une formation à l'autre, ça ne sera pas du tout la même chose parce que la personnalité du formateur va se diffuser énormément dans la formation. Je ne sais pas si tu me rejoins un peu sur ce sujet-là. Oui. Oui, oui, tout à fait. On a tous nos façons aussi de former, d'aborder, le sujet et puis je trouve ça intéressant aussi, tout ce qui va être retour d'expérience aussi notamment, des élus, des syndicats et cetera, sur leur façon de fonctionner et puis de partager aussi, potentiellement le droit, mais aussi potentiellement, des revendications qui peuvent être des syndicats ou, de la qui va au-delà du droit parce que, on a le code du travail bien évidemment, la jurisprudence, mais on sait que ça ne fait pas tout. On a toute la Mhm. pratique derrière, qui est, hyper importante en fait et du coup, donner des astuces, des stratégies et qui fonctionne ou pas selon, chaque type d'entreprise ou de taille d'entreprise, de secteur d'activité. Donc, c'est vrai que, du coup, chaque formation, en fait, est au final différente selon l'entreprise, selon la taille, mais aussi selon le formateur, tout à fait. Absolument. Et je trouve que souvent, on apprend aux autres avec notre casquette de formateur, mais on apprend des autres aussi par rapport à l'expérience de l'entreprise et des situations parfois qu'on n'a jamais rencontrées dans d'autres entreprises. Dans le Et cadre oui et des... Pardon, excuse-moi, vas-y. vas-y, en bas, c'est pas de souci. Non, mais si tu avais un Vas-y, truc à vas-y. dire, vraiment, vas-y, on est à la cool. Non, je disais aussi que du coup, c'est vrai que, j'ai pas du tout la même façon de former là, tu vois, il y a maintenant et déjà il y a 6 ans, derrière, où du coup, tu débutes et que du coup, tu as pas forcément l'expérience de chaque entreprise et cetera et puis maintenant, c'est vrai que des fois, je reprends entre guillemets «des idées» qu'ils ont eues et de me dire: «Bah tiens ça, j'avais vu ça dans une entreprise, le CSE avait fait comme ça» et cetera et c'est vrai que ça redonne des idées et c'est pour ça aussi que je trouve très très intéressant les formations des fois, avec plusieurs entreprises, qu'ils échangent sur leurs pratiques et ça leur donne des idées de se dire: «En fait, c'est pas que la formatrice qui le dit, c'est aussi les élus eux-mêmes en pratique qui le font et du coup, ça leur fait un impact, différent, pour eux. Je suis carrément d'accord avec toi. Les interentreprises à organiser, c'est une galère sans nom parce qu'il faut que les plannings de tout le monde s'organisent. Mais par contre, à animer, quand c'est prévu et que ça se passe bien, c'est vraiment génial parce qu'on se retrouve avec des choses et puis différents secteurs d'activité. Et souvent, les élus n'ont pas les mêmes problématiques dans chaque entreprise et du coup, ils vont pouvoir s'appuyer des points forts des uns et des autres. Et ça, c'est top. Euh, Pendant tes formations CSE ces dernières semaines, mois, est-ce que tu as des questions que tu as remarquées, des choses un peu récurrentes qui ressortent des inquiétudes de la part des élus? Alors récemment, ce qui sort, plus que d'habitude, ça va être l'impact de l'IA, l'intelligence artificielle, Mhm. parce que, dans le secteur tertiaire, ça arrive de plus en plus. Il y a de plus en plus de questions aussi de savoir, du coup, qu'est-ce qu'on fait, de cette IA? Est-ce qu'on va être déjà informé et consulté? On a régulièrement, «Oh c'est une période de test» et donc du coup, on subit, mais on n'a pas du tout d'information consultation en amont. On
On va la poser en fait aux salariés sans forcément leur dire vraiment de formation, spécifique dessus ou, enfin c'est vraiment subi plus que, préparé et accompagné et puis, souvent en fait, il y a une période test mais après derrière, c'est étendu à toute l'entreprise mais pareil sans formation derrière, sans retour, sans suivi quoi. Et donc, ça, c'est les inquiétudes des élus. Qu'est-ce que tu leur réponds? Et ben, je leur réponds qu'ils doivent être informés et consultés même si c'est une période test. Ce qu'il faut enfin, il faut en plus faire des informations, consultations, comme on dit, échelonnées. C'est-à-dire qu'il faut prévoir avant, en fait, la mise en place du coup de l'intelligence artificielle, une information consultation. Il faut le prévoir pendant, il faut prévoir après aussi. Je les invite aussi à faire éventuellement des sondages aussi, par exemple, liés avec les risques psychosociaux, parce qu'on a aussi ces points-là derrière avec l'impact de l'IA sur, par exemple, avant en fait, l'introduction de l'intelligence artificielle, de faire ce sondage et d'en faire un autre après, potentiellement, pour voir les différences. Questionner aussi l'employeur, malheureusement, on a aussi beaucoup d'impact là-dessus, sur est-ce que cette IA a un impact derrière sur le nombre de postes. Parce que derrière, malheureusement, il y a beaucoup aussi de licenciements économiques qui sont envisagés derrière. Mmh. Donc, il faut vraiment, du coup, s'emparer du sujet que ce soit sur les conditions de travail, sur l'impact, sur les salariés, leur charge de travail et cetera, mais aussi malheureusement, sur l'emploi derrière si, il y a un risque de licenciement économique, quoi. Et du coup, alors toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses, de l'IA et de l'impact que ça a sur le monde du travail? C'est un peu la question qui pourrait être, intéressante à évoquer ensemble. Alors, pour moi, l'IA, de toute façon, elle est là, il faut s'y adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas et dire de toute façon, dans mon entreprise, je la mets pas en place. On sait que les salariés, de toute façon, même s'il n'y a pas d'IA d'entreprise, ils utilisent déjà des IA. Donc, autant du coup créer potentiellement déjà des IA, des formations pour les salariés sur quel est l'impact de l'IA, qu'est-ce qu'on fait des données qui sont dans l'IA, etc. Pas juste dire, bon, débrouillez-vous, si vous les utilisez, tant mieux, si vous les utilisez pas, tant pis. Mais il faut vraiment déjà faire des formations pour ces sujets-là et puis pas que les données, par exemple, si vous avez des données confidentielles, soient mises dans les IA et partent je ne sais où dans les méandres d'internet et qui soient réutilisées. Pour moi, il faut de toute façon soit du coup former les salariés, soit du coup créer potentiellement des IA internes, etc. Mais on est obligé d'y passer au vu de l'évolution de la société actuelle. En tout cas, dans le secteur tertiaire. Après, c'est sûr que dans certains secteurs, il n'y en a pas forcément l'utilité, mais on avait avant l'automatisation, la robotisation. Là, pour le secteur tertiaire, c'est l'IA. Euh, bon, c'est sûr que pour moi, j'ai pas pour objectif de faire des licenciements économiques de remplacer l'humain par l'IA. L'IA ne fait pas tout de A à Z, en tout cas à ce jour, hein, on n'en est pas prêt, mais il faut qu'on apprenne à évoluer avec elle et ne pas arriver en fait avec un train de retard et dire l'IA est là et avoir les problèmes de l'impact de la concurrence ou des salariés qui l'utilisent sans règles spécifiques, enfin en tout cas sans qu'ils connaissent les risques qu'il peut y avoir d'utiliser cette IA. Mmh. Moi, je pense qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IA est intéressante pour automatiser des actions répétitives, chronophages, qui n'ont aucune valeur ajoutée. En Mm. fait, des actions techniques. De la même façon que la robotisation, elle automatise une action technique. En fait, c'est un peu la même chose dans le tertiaire. Il y a des actions qui sont juste de l'administratif, juste du reporting, où en fait tu le fais à la main, mais en fait on pourrait l'automatiser. Et d'ailleurs, peut-être même que certaines entreprises les avaient automatisées avant qu'on parle de l'IA, tu vois. Donc ça, c'est une bonne chose, je pense, d'avoir des agents IA qui permettent d'avoir ce genre de process. La mauvaise façon d'utiliser l'IA, c'est d'espérer que l'IA réfléchisse à notre place, qu'elle développe des stratégies et qu'elle prenne des décisions qui sont bonnes. Et je me suis un petit peu documenté lors de ma veille concurrentielle, technologique. J'aime bien regarder un petit peu ces sujets-là. Et je me suis rendu compte qu'il y a des entreprises qui ont licencié massivement en déployant l'IA et qui aujourd'hui sont bloqués, ils sont obligés de réembaucher parce qu'en fait, ils ont cru, on leur a vendu du rêve, hein, votre service client, il va être géré entièrement par des robots. Et en fait, il y a des hallucinations. La réglementation, elle dit que les chatbots IA qui engagent la responsabilité de l'entreprise sur des choses, du coup, ça engage l'entreprise sur ces choses. Et c'est extrêmement dangereux de laisser les rênes de son entreprise à une machine qui va dire 80% du temps des choses cohérentes et 20% du temps n'importe quoi, parce que c'est ces 20% du temps qu'il va falloir gérer ensuite. Donc, je pense que la chose est intéressante. Ce qui est un peu frustrant peut-être, c'est qu'il y a peut-être des métiers qui vont être amenés à évoluer.
Je pense au métier peut-être de secrétariat, d'assistant de direction, où en fait, ils étaient là pour faire les petites tâches de la personne qu'ils assistent. Mais malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui, ces petites tâches, elles vont pouvoir être faites par l'IA ou en tout cas pilotées assez facilement. Et il y aura juste un travail de relecture, mais peut-être qui était déjà fait par la personne en question. Ou alors, il y aura peut-être juste le travail de relecture du secrétaire ou de l'assistant. Mais du coup, ça lui permettra d'utiliser le temps libre pour faire d'autres choses. Et je pense que c'est là où on peut aussi avoir des entreprises qui potentiellement peuvent exploser de façon positive en réexploitant le temps humain pour de la valeur ajoutée, pour du service client, pour du relationnel, pour de l'amélioration. Et plutôt que de chercher à optimiser la masse salariale, on pourrait aller chercher des nouveaux marchés et continuer avec une entreprise qui est tout aussi rentable. Mais bon, après, ça, c'est des stratégies d'entreprise différentes, mais je pense que l'IA n'est ni à diaboliser, ni à idéaliser. C'est un outil avec ses avantages et ses défauts. Et après, il y a différentes formes d'IA. Et voilà, je réfléchissais à ce qui est adapté à votre travail. ChatGPT ne fait pas un travail de qualité et c'est pas ça qui va vous faire de vous des meilleures personnes ou qui va vous faire des posts LinkedIn qui vont d'un seul coup vous dire ah, mais ce qu'il dit, c'est trop génial, il faut que je lise cet article. Parfois, ça peut être utile pour relire, pour corriger, mais attention à ce que vous mettez dedans. Tout à fait. Tu as, j'imagine, dans ton entourage des amis, des membres de ta famille qui ne sont pas formateurs CSE, qui ne travaillent pas dans le monde des instances représentatives du personnel. Peut-être que ces personnes ne comprennent pas trop ce que tu fais. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des questions et ça fait 6 ans que je suis formateur CSE et ça fait 6 ans qu'à chaque repas de famille, on me dit alors, tu fais du secourisme? Donc, je ne sais pas si tu vis ces situations et si c'est le cas, comment Ah, tu fais pour expliquer ton travail? pour moi, certaines personnes pensent que je suis assistante sociale et que je défends des criminels. Donc, je pense que je suis pas vraiment dans ce domaine-là. En tout cas, j'espère, pour les CSE qui se voient pas comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que du coup, j'aide les représentants des salariés, donc dans les entreprises, à avoir les moyens pour du coup discuter et améliorer aussi les conditions de travail des salariés en fait. Je précise bien que ce sont les représentants des salariés tout le temps et que ce ne sont pas les salariés en tant que tels, c'est-à-dire que enfin, les représentants des salariés, les CSE, sans les salariés derrière qui discutent avec eux, ils peuvent rien faire en fait. Ils sont pas, ils sont bloqués en fait. C'est-à-dire que oui, ils sont face à la direction, mais derrière, c'est pas, enfin, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remontée. Ils serviront à rien. Enfin, en tout cas, ça va pas aider le dialogue social et ça va pas aider du coup les salariés à remonter leurs inquiétudes. Mhm. Voilà, c'est plus dans cette question-là, en tout cas, oui, représenter, du coup, enfin aider les représentants des salariés à améliorer les conditions de travail, à avoir connaître leurs droits, leurs moyens, etc., pour discuter aussi avec la direction et puis améliorer tout ce qui va être dialogue social, mais aussi du coup conditions de travail, charge de travail, tous ces sujets-là. Et je parle régulièrement aussi, malheureusement, dans mon secteur d'activité, de risques psychosociaux et puis d'harcèlement moral, harcèlement sexuel. C'est ce qui se passe aussi malheureusement souvent dans le secteur tertiaire, en tout cas dans mon entourage. Mais les salariés des entreprises souvent comprennent pas trop ce que c'est les missions des représentants du personnel, les missions du CSE. Alors, il y a les chèques cadeaux à la période de Noël qui sont l'élément phare du CSE, ça c'est évident. Mais à part ça, il y a plein d'autres choses. Comment tu fais, toi, pour expliquer ça simplement, pour montrer toutes les missions, toutes les choses, tous les enjeux, en fait, du CSE? Ouais, alors moi je dis toujours que ce n'est pas que l'arbre de Noël de l'entreprise, hein. Ce n'est pas un distributeur de chèques cadeaux. Je dis aussi que du coup ils sont là pour les représenter sur toutes leurs questions qu'ils peuvent avoir auprès de l'employeur, notamment sur leurs conditions de travail, sur la sécurité au travail, sur aussi d'un point de vue du coup comment va l'entreprise d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. Toutes les questions qu'ils peuvent avoir aussi sur la non-application du droit. Bon, je ne parle pas de réclamation parce que c'est un terme qui est quand même assez technique pour quelqu'un qui n'y connaît pas, mais vraiment dire ils sont là pour vous représenter face à la direction pour toutes les questions que vous pouvez avoir, que ce soit en droit du travail, en santé, sécurité, conditions de travail, ou même si vous avez des questions sur potentiellement environnementales ou économiques et financières, ils sont là pour ça. Ils ont une charge énorme. À mon sens, élu du CSE devient un métier à part entière, mais en tout cas, ils sont là pour vous représenter, donc il ne faut pas hésiter à discuter avec eux, et ce n'est pas la direction, c'est-à-dire que ce reste des salariés,
du coup, enfin, ils vont pas remonter tout à la direction en disant, «Ah bah, c'est lui, il m'a dit ça, il m'a dit bah, il avait ça ou que l'employeur, il avait pas fait ça» et cetera. C'est pas le but, enfin, en tout cas, c'est pas le rôle du CSE, c'est pas la direction, quoi. Absolument. Ceci étant dit, quand on fait des enquêtes, parfois on a besoin d'avoir ces éléments, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors je pense aux enquêtes accident de travail ou aux enquêtes harcèlement. On ne peut pas faire une enquête sans savoir qui est la victime et qu'est-ce qui s'est passé. On a besoin d'éléments factuels. Par contre, c'est pas parce que ces informations vont être dévoilées au sein de l'instance CSE ou au sein de la commission pour l'enquête qui sera créée que tout le monde dans l'entreprise va le savoir et que les membres de cette instance ont le droit d'en parler à l'extérieur. Ce qui fait même qu'un salarié, membre d'un CSE, parle d'un problème qu'un salarié lui a confié aux autres élus pour résoudre le problème en réunion plénière, c'est OK. Par contre, en parler à un collègue à la machine à café, c'est Ah, c'est absolument pas pas OK et c'est même très grave. Et c'est sanctionnable et j'espère que ça sera sanctionné, ce genre de dérive. tout à fait. Puis Euh, sur le harcèlement, je dis toujours aussi, essayer, bah, de potentiellement voir la victime en dehors, bah, potentiellement du lieu de travail parce que, on sait très bien de toute façon qu'il y a beaucoup aussi de lieux de réunion qui sont vitrés, donc vas-y la confidentialité, on n'y est pas vraiment et puis, comme on dit: «Radio moquette, ça va vite». Donc, si on voit qu'on commence à voir une personne régulièrement dans une salle et cetera, il y en a plein des salariés qui vont se poser des questions. Donc potentiellement, je sais pas, enfin de se voir en dehors à un café du coin ou voilà, c'est plus simple même que d'être carrément dans les locaux de l'entreprise, quoi. mhm. Et à tous les élus du CSE qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin de justifier vos heures de délégation, la réponse, elle vient d'être donnée par Audrey. Imaginez qu'à chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous devez justifier que vous étiez parti voir un salarié en souffrance. Bah, dès que vous allez être en train de gérer ces situations-là, imaginez un salarié qui se fait harceler par un manager, ça veut dire que vous allez devoir noter, bah, j'ai été voir un salarié qui s'est fait harceler par mon manager. Et vous allez le remettre à qui ça? À la direction? Peut-être au manager en question, peut-être aux ressources humaines. Et c'est pour ça, c'est important de comprendre. Vous devez être exemplaire sur l'utilisation de vos heures de délégation, mais on vous fait confiance sur ça. Parce que si on vous fait plus confiance, bah, ça serait extrêmement dangereux dès qu'il y aura ces situations à gérer, parce que derrière, bah, on n'aura plus cette neutralité, on n'aura plus cette possibilité de discuter avec des gens sans que ce soit public et que derrière vous ayez des situations. Enfin, personne ne veut avoir une entreprise qui se scinde en deux dans un cas de harcèlement parce que la moitié pense que le harceleur est la victime et l'autre moitié pense que la victime est la victime. C'est des scénarios catastrophes pour des organisations. On est d'accord. Audrey, tout à l'heure, avant que le podcast commence, on avait déjà commencé à discuter, tu m'as dit une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Tu m'as dit, moi je suis passionné par le droit. Oui, Le droit, il y en a beaucoup. oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir en particulier le droit des salariés et les formations CSE? Alors, c'est d'un point de vue familial, mes 2 parents travaillaient, en tout cas à France Télécom, donc j'ai vécu malheureusement aussi, bah, d'un point de vue indirect, hein, mais bah, la vague de suicides qu'il y a eu aussi, à France Télécom. Moi, j'étais petite, donc je comprenais pas forcément encore ce qui se passait, mais dès ce moment-là, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi enfin, pourquoi mes parents vont pas forcément bien? Qu'est-ce qu'on peut faire?» et cetera et puis aussi, enfin, mon père faisait des astreintes et tout de suite, je comprenais rien du tout de ce que c'était et pourquoi il est à la maison, puis, le dimanche, à 10 heures, il peut être appelé, il faut qu'il aille travailler toute la journée. C'était totalement, du coup, quelque chose qui était, incompréhensible pour moi et du coup, j'ai creusé un peu et dès ce moment-là, déjà, ça m'intéressait un petit peu le droit du travail. Après m'être lancée en droit, ce qui est dommage, je trouve aussi dans les études, c'est enfin dans tout ce qui va être collège, lycée et cetera, c'est qu'on n'en fait pas. Donc je me suis lancée dans la fac de droit sans trop savoir à quoi m'attendre. D'autant plus que, bah, les premières années, c'est très général, hein, il y a du droit public et du droit privé, un peu de droit pénal aussi, mais bon, par exemple, moi, le droit constitutionnel et le droit public, c'est très intéressant, mais à apprendre, c'est pas mon truc pour après, du coup, faire un examen, faire un partiel. Et puis quand j'ai découvert le droit du travail, clairement, bah, ça a été, la révélation où du coup, bah, ça m'a vraiment, motivée beaucoup à continuer dans cette voie-là et donc pour info, j'ai fait ma licence à Metz et qui avait une particularité, il n'y avait pas que droit privé et droit public
en option, il y avait aussi droit des entreprises, ce qui faisait qu'en fait, j'ai déjà eu énormément d'heures de cours en droit du travail, ce qui m'a permis de voir que ça me plaisait vraiment et de continuer du coup un master en droit du travail sur ce sujet-là. Après, c'est au cours de mes études que j'ai découvert qu'il y avait une spécificité entre droit, enfin entre guillemets la défense des salariés, des CSE, organisations syndicales et des employeurs. Alors je m'en doutais bien qu'il y avait les deux facettes, mais je ne savais pas qu'il y avait en fait au début vraiment des organismes spécialisés dans les CSE. Et j'ai eu la chance en fait pour mon stage de fin d'études de faire du coup un stage dans ce type de cabinet qui défendait les CSE. Et pour moi, ça a été une révélation, ça me correspondait et du coup j'ai continué là-dedans. Et c'est comme ça aussi que je suis toujours formatrice auprès des CSE. Voilà, donc c'est plutôt une histoire familiale de base qui fait que je me suis lancée quand même un petit peu dans le droit, en tout cas qui m'a intéressée de pourquoi ça se passe comme ça. Bon, après, je suis curieuse de base, donc Mais, voilà. mais c'est intéressant parce qu'on fait jamais rien sans rien et nos choix d'aujourd'hui sont souvent les conséquences de centaines, de dizaines, de milliers de choix qu'on a fait dans le passé. Et en fait, quand on fait le bon choix, c'est évident que c'est ce qu'il fallait faire et peut-être que c'est le chemin qui t'a emmené jusque-là qui fait qu'aujourd'hui tu fais ces formations. Euh, je voulais revenir sur cette notion que tu avais travaillé avec un organisme spécialisé dans l'accompagnement des CSE dans ta vie de juriste avant d'être formatrice. Aujourd'hui, dans ta posture de formatrice, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que... enfin, je Vas-y, te vas-y. laisse répondre, mais j'ai peur que si je pose trop d'infos après sur ma question, je vais orienter ta réponse, tu vois. Comment je me sens? Alors c'est vrai que du coup, je suis quand même plus en défense d'un type juriste, hein, à ce niveau-là. Alors je suis pas avocate, hein, donc du coup, je ne fais pas de tout ce qui va être contentieux. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment, d'essayer de décortiquer, le droit pour que ce soit vulgarisé pour tout le monde. Alors oui, on a des textes de loi, on en a, plein, on a encore plus de jurisprudence. Mon objectif, c'est que ce soit, du coup, expliquer aux élus qui connaissent leurs droits, pas forcément qu'ils l'appliquent forcément de suite, parce qu'on sait très bien que la vie de l'entreprise fait aussi qu'on fait des concessions, mais des concessions réciproques, c'est-à-dire que ok, l'employeur, j'en sais rien, il nous donne pas de local CSE, bon en attendant, il nous casse pas les pieds à notre suivi d'heures de délégation. Eh ben très bien, moi ça me dérange pas, on n'a pas de local de CSE, ça nous gêne pas, de toute façon on est à moitié en télétravail et dans, j'en sais rien, 20 établissements différents en France, avoir un local de CSE, ça nous servirait à rien. Donc du coup, autant que derrière, on négocie que les heures de délégation, ils ne nous cassent pas les pieds à les suivre. Si on a fait 15 heures au lieu d'en faire 10 dans ce mois-ci, ils nous les payent, il n'y a pas de souci. Moi, mon but, c'est vraiment d'essayer du coup de vulgariser en tout cas les droits, de le donner. Après, chacun s'en empare ou pas, mais en tout cas, qu'on connaisse le panel et que du coup, à ce moment-là, on puisse du coup l'utiliser si besoin. Voilà, que ce Donc soit en formation économique ou santé, quoi. la science du compromis, on va dire, un petit peu dans ce que C'est ça. tu amènes. Mais c'est intéressant parce que, alors, si on suit à la lettre les différents codes, on n'est pas dans les clous. Si tu recommandes ce genre de choses, pour autant, c'est la réalité des entreprises. Et la question à se poser, c'est est-ce que ce que je vais demander, je le demande parce que j'ai lu quelque part que j'y avais le droit, ou est-ce que je le demande parce que j'en ai besoin? Mm. Et, euh, et je pense que, alors ce que je dis est totalement pas légal, hein, bien évidemment, il y a des trucs obligatoires, il faut le faire, mais peut-être que parfois il y a d'autres façons d'appliquer la loi que la façon officielle. Je parlais du local CSE. J'ai accompagné une entreprise en formation il n'y a pas longtemps. Et je visite le local CSE. Et en fait, c'est un placard à balai avec une porte, des armoires et c'est tout, quoi. Et tous les élus du CSE n'avaient pas accès au local CSE. Et du coup, j'ai creusé un petit peu parce que forcément, CSE de plus de 50, pas de fenêtre, pas de chauffage. Oui. C'est, euh, on sait qu'ils ne sont pas dans les clous du point de vue légal. Maintenant, je leur demande un peu dans leur pratique comment ils fonctionnent. Ah bah en fait, juste en face du local CSE, il y a une salle de réunion. Et dès qu'on a besoin de se réunir, on prend la salle de réunion. Ok. En fait, vous avez un local qui n'est pas votre local CSE, mais ça répond à votre besoin. Puis votre local CSE, en fait, c'est peut-être juste votre endroit de stockage des documents confidentiels, des chèques cadeaux, des choses précieuses que vous voulez pas qu'ils soient à disposition de tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que tout le monde n'y a pas accès du coup. Pourtant, si on suit la loi, ils n'ont pas un local CSE équipé. Je ne sais plus le mot exact pour les plus de 50, Euh, mais enfin, voilà, ils n'ont pas ce qu'ils devraient avoir.
et c'est pas légal. Mais peut-être qu'ils ont d'autres priorités que de se battre pour ce genre de local qui serait certainement très utile, et les CSE qui les ont peuvent les apprécier, mais dans le fonctionnement actuel de leur CSE, ils ont peut-être pas besoin de plus. C'est ça, tout à fait. Autant se battre sur d'autres sujets qui pour eux sera utile que se battre pour un local qui au final de toute façon ils utiliseront peut-être même pas. Donc ça n'a pas d'utilité. Par contre, tu vois, pour suivre ton exemple, pareil, une entreprise que j'avais suivie au début, bah, ils avaient leur salle de réunion, etc. Jusqu'au jour où au final, bah, ils étaient plus prioritaires. C'est-à-dire que bah, quand ils voulaient se réunir, bah, tant pis, en fait, s'il y avait des salariés, bah, c'était non. Bah, là, ils ont commencé à dire à l'employeur, je vous rappelle qu'en fait, de base, on doit avoir un local. Vu qu'ils étaient nombreux, quand même, un certain nombre de mètres carrés, etc., bah, là, la direction a remis du coup bah, un peu les pieds dans le plat, a dit, bon, bah, ok, je fais passer une note de service comme quoi, bah, oui, vous êtes prioritaire, et si vous en avez besoin, bah, entre guillemets, les salariés qui sont dedans sortent, quoi, en fait. Voilà. Absolument. Et je pense que c'est le bon compromis quand il n'y a pas de local. C'est-à-dire qu'il y a une règle, en cas d'urgence, on a la priorité. Et souvent, l'exemple que je prends, c'est que vous avez un salarié qui vient vous voir en pleurant parce qu'il vient de vivre un truc vraiment pas sympa. Il faut que vous soyez capable de l'accueillir dans un endroit isolé pour discuter avec lui, pour savoir ce qui s'est passé, et pas au vu de tout le monde. Et je leur dis, Mm. mais peut-être qu'il n'y a pas de local chez vous, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous mettez d'accord avec votre directeur. Le jour où ça arrive, vous arrivez dans le bureau, vous sortez le directeur du bureau et vous faites la réunion dans le bureau. Et s'il veut pas ça, bah, il faut l'organiser autrement. Mais c'est tellement important que ces situations-là doivent être gérées. Alors heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais le jour où ça arrive, et de toute façon, tous les bons directeurs et DRH réagiraient de cette façon-là, bah attends, prends mon bureau et puis moi je vais bosser ailleurs. Parce que c'est tellement grave qu'il faut faire quelque chose. Et, Ça. et très rapidement, de toute façon, s'il y a du harcèlement, bah, ils vont aussi être mis dans la boucle pour déclencher l'enquête. Donc au final, que ça se passe dans leur bureau ou pas, ça change pas grand-chose. Bien évidemment, si vous avez possibilité d'avoir un local CSE, on vous encourage quand même à avoir un local CSE. Mais des fois, il y a des petites bidouilles comme ça qu'il faut trouver. Est-ce que tu as des belles histoires de formation, des trucs où tu es vraiment contente d'avoir fait la formation parce que tu as vu qu'il y avait un impact sur les élus du CSE que tu as formés? Alors alors c'est pas une belle histoire, incroyable, mais vraiment ils étaient ravis de le savoir. En fait, pour eux, les heures de délégation, ça n'existait pas, en fait. Moi, j'ai eu l'habitude de leur parler un petit peu après des règles d'heures de délégation, de mutualisation, d'annualisation, tout ça, enfin comment on Mhm. peut les donner ou les reporter. Mais eux ne savaient même pas qu'en fait, leur travail n'était pas bénévole, en fait. Heu, Ils savaient même pas que des heures de délégation, ils avaient des droits, et cetera. Donc ils étaient là trop contents, en fait, de se dire: «Bah, en fait, on va pouvoir quand même faire des choses durant notre temps de travail», et parce que bah, en fait ils étaient dégoûtés parce que à la force de ne pas avoir d'heure de délégation ils faisaient ça sur leur temps de perso et bah, du coup leur impact vie familiale vie pro bah, on prenait évidemment bah, un bon coup et du coup ils étaient là mais en fait on veut plus se présenter et puis on n'engagera personne en fait à se présenter parce que bah, ça prend trop de temps et on n'a pas on n'a T'as pas pas la la possibilité reconnaissance de en plus. voilà, c'est ça, tout ça et puis, bah, et puis l'impact, sur le financier aussi derrière potentiellement. Ils étaient tellement contents d'apprendre qu'ils avaient des heures de délégation, que de se dire: «Mais en fait, on fait pas ça bénévolement». Mais est-ce que bon, du coup, c'était un choix de l'employeur de pas leur dire ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, là-dessus, je me rappelle qu'ils étaient vraiment heureux de savoir qu'en fait, leur temps était reconnu, était payé et potentiellement, bah, ils n'étaient pas sur leur temps personnel, en fait, sur leur temps de Mhm. travail. Oh, c'est super. Moi, j'ai remarqué parfois, ce qui est cool, alors, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais on a tout type de public dans les formations. Et on a un point commun, c'est que peu importe le public, c'est des personnes, généralement, qui ont envie d'aider les autres. Et ils sont là pour servir les collègues, pour aider. Et moi, j'ai remarqué que parfois, il y a des personnes qu'on a en formation CSE qui n'ont pas eu d'éducation hautes études, qui ont peut-être même pas le bac ou des niveaux d'études assez simples, et qui n'ont pas confiance en elles, dans leur capacité à apprendre et à être capable de discuter et d'argumenter. Et je me rappelle d'un petit papy dans une entreprise de nettoyage. Son boulot, c'était de faire du nettoyage. On a fait la formation, et moi je fais un QCM en début et en fin de formation. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le score en lui-même, mais j'aime bien parler de l'évolution entre le avant Ouais. et le après. Et je me rappelle de lui parce que c'est
je pense, celui qui m'a fait le plus gros écart entre le avant et le après. Et j'ai mis ça en avant. Je lui ai dit, mais regarde, pendant la formation, tu as appris tout ça. Enfin, tu as appris plein d'autres choses, mais le test montre que tu as fait le même test avant et après, et tu as peut-être 20 points d'écart. C'est énorme. Et je trouve qu'on a cette possibilité de redonner de la confiance à des salariés, de la valeur dans ce qu'ils sont capables de faire. Et que, une fois qu'on leur dit, voilà, tu peux faire ça, tu peux le faire comme ça, bah, c'est génial parce qu'ils vont pouvoir le faire dans l'entreprise et potentiellement ça va changer quelque chose en lui où il va se dire je suis capable de, je peux faire les choses et enfin, moi ça fait partie des plus belles choses qu'on peut vivre dans notre métier. Oui, on voit bien en formation santé, sécurité, conditions de travail. Formation économique, un petit peu moins, je trouve, mais la santé, sécurité, conditions de travail, rien que par exemple les enquêtes ou les inspections, ils savent qu'ils peuvent en faire, mais ils savent jamais vraiment comment et avec qui. Et quand on leur donne des trames ou en leur disant, bah voilà, tu peux interroger telle personne, l'intérêt de faire un arbre des causes, parce que bon, je parle quand même de l'arbre des causes, etc., sur ces sujets-là, ils disent, bah oui, en fait, si on l'avait pas fait, bah malheureusement, il y aurait peut-être eu d'autres accidents. C'est vrai que bah, du coup, on peut faire des droits d'alerte, etc. Et puis, alors, oui, c'est sûr que bah, si derrière l'employeur veut rien faire, bah, c'est comme tout, hein, bah, ça ne bougera pas à ce moment-là. Mais ça permettra derrière aux salariés que si malheureusement il se passe quelque chose, bah, lui, il sera quand même plus protégé et il pourra aussi, bah, du coup, malheureusement, obtenir une meilleure indemnisation s'il va en justice, etc. Bon, je préfère que ça n'aille pas jusque-là, hein, je préfère faire de la prévention primaire, mais on sait bien qu'en France, malheureusement, la prévention est surtout tertiaire. Et bah, du coup, moi, s'il a une indemnisation quand même à la hauteur, malheureusement, de son préjudice, quoi. Oui, et ça engage aussi les employeurs. Et je trouve qu'on a des employeurs, une évolution dans le profil des employeurs qui prennent de plus en plus l'aspect sécurité en compte. Et là où avant il y avait un peu de fatalisme, alors je pense que c'était aussi lié à ce qu'on appelait l'obligation de résultat, en mode bah, si j'ai un accident ça sera de ma faute et puis je serai condamné. Maintenant on parle un peu plus d'obligation de moyens renforcés. Et je trouve que cette petite subtilité, ça alors ça change pas grand-chose, hein. L'objectif dans les deux cas c'est que l'employeur il fasse un max de choses pour protéger les salariés. Mais cette obligation de moyens renforcés et les employeurs qui décident d'appliquer cette stratégie, le fait qu'ils l'aient mis en place, qu'ils aient mis en place un maximum de choses, bah, ça peut leur permettre d'éviter d'être reconnus comme coupables. Et je pense que ça change dans les relations qu'on peut avoir avec les employeurs par rapport à ça. Et le monde du travail évolue et aujourd'hui on accepte, je pense tous, que c'est pas normal d'être blessé au travail. Et ça aussi, ça fait que bah, nos employeurs s'intéressent de plus en plus à la prévention. Par contre, on a aussi un rôle à jouer en tant qu'élu, c'est-à-dire juste dire ça c'est pas bon, ça j'en veux pas, bah, c'est nul. Parce que, bah, ok, merci. Et on fait quoi du coup? Et ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est dire ça c'est pas bon, il faut faire ça. On a beaucoup de CSE qui sont dans on a une idée en tête, il faut que ça soit cette idée en tête. C'est un peu mieux parce qu'au moins on propose quelque chose. Mais on est trop fermé sur il n'y a qu'une seule bonne façon de faire. Et ce que moi je préconise, c'est d'arriver avec plusieurs mesures de prévention et d'être capable de dire cette mesure de prévention, elle est bien parce qu'elle coûte pas cher. C'est de l'affichage. Voilà. Il faut imprimer un truc, on l'imprime, on le colle, voilà, ça va être fait en quelques minutes. Par contre, on sait que dans la durée, ça va pas tenir. On a une autre mesure de prévention. Ça demande un peu plus d'investissement. Ça va être une réorganisation du travail. Mais c'est quelque chose qui va être durable et qui va permettre bah, d'optimiser le temps de travail, de limiter la charge de travail et qui va avoir un impact positif sur l'entreprise. Et je pense que le rôle des élus, c'est d'amener ces préventions de façon très concrète et très critique, pas en étant obtus, il faut absolument faire ça, mais en disant, on pourrait faire ça ou ça. Si on fait ça, voici les avantages, voici les inconvénients. Si on fait ça, voici les avantages, voici les inconvénients. Et de dupliquer ça avec un maximum d'idées. Et les entreprises qui travaillent comme ça, en fait, c'est le principe de l'arbre des causes appliqué. Hein, on ne fait pas des arbres des causes pour faire des schémas. On fait des arbres des causes pour trouver des mesures de prévention différentes et ensuite être amené à les amener. Bah, ce sont des entreprises qui diminuent leur accidentologie. Donc, moins d'accidents, moins de dépenses sur ça. Mais c'est aussi moins de coûts indirects liés à l'accident, plus de rentabilité. Et c'est de la bonne prévention. Faut arrêter de croire que la prévention, c'est des gants, des chaussures de sécurité et des casques. Il y a plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes à mettre en place. Je t'ai entendu Oui. rire, je ne sais pas si ça correspond à des choses que tu entends ou que tu vois Oui, oui, peut-être bah, en formation.
Tout à fait. Et puis, j'en rajouterais aussi sur ton point de toujours aussi poser la question aux salariés ce qu'ils veulent aussi. Je sais que c'est pas dans les principes de prévention, ça avait été potentiellement une idée de le mettre dans un 10e principe de prévention, de tout simplement écouter les salariés. Mais je te donne un exemple que moi, un CSE avait fait, c'était sur le port de charges lourdes. Ils ont voulu absolument mettre, du coup, pour les salariés, un exosquelette. Mhm. Euh, Sauf qu'ils n'avaient pas du tout écouté les propositions des salariés, etc. Et en fait, cet exosquelette il restait dans un coin parce qu'en fait, les salariés, ils trouvaient ça trop compliqué de le mettre, de l'enlever, etc. Ce qu'ils préféraient, en fait, tout simplement, c'est faire une pause, par exemple, toutes les heures de 5-10 minutes pour, du coup, à ce moment-là, faire autre chose, etc. Et détendre, je sais pas trop comment, détendre leurs muscles, etc. Mais au final, cet exosquelette qui avait coûté je ne sais combien à la direction, en fait, n'était pas utilisé parce que les salariés avaient pas, enfin, ils n'avaient pas écouté les salariés. Et c'est vrai que ça, je le dis toujours aussi aux élus. Je dis, oui, vous représentez les salariés, mais attention, il faut aussi leur poser les questions, les remonter, etc. Et puis, vous êtes pas tout seul. Vous avez les salariés derrière vous aussi pour vous aider. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas tous les élus sur tous les postes de l'entreprise. Mhm. Donc, c'est normal aussi de remonter ces problématiques-là. Mais c'est vrai qu'aussi qu'on a souvent la direction, oh, c'est bon, j'ai mis des casques et j'ai mis des gants, c'est bon, ma prévention, elle est faite. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Dans les outils que je partage aux stagiaires après la formation, il y a une grille qui permet justement d'évaluer les mesures de prévention. Et je leur dis, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez. Attention, il y a peut-être 2 choses où vous allez vous arrêter et pas le faire. C'est si c'est pas légal. Oui. Parfois, on a des super mesures de prévention, mais on peut pas parce que dans ce secteur d'activité, c'est obligatoire de faire une pause tous les temps de temps, c'est obligatoire d'avoir telle chose. Enfin, parfois, la loi n'évolue pas à la vitesse de la technologie et du coup, on peut être bloqué par rapport à ça. Tant que la loi n'a pas évolué, on ne pourra pas le faire. Deuxième sujet, et ça rejoint ce que tu disais justement, moi j'appelle ça la charge imposée aux travailleurs. Et tu vois, Mm. dans ton exemple, en fait, l'exosquelette, il imposait une charge d'équipement et de déséquipement. Et si cette surcharge de travail, elle est tellement importante que, à la place de prendre 1 minute, le gars, il va en prendre 2 ou 10, et peut-être qu'il va mettre 10 minutes à s'habiller, 5 minutes à faire le truc et 10 minutes à se déshabiller, pour une activité courte, il ne va pas le faire, quoi. Et je leur dis, voilà, si vous savez que cette mesure, elle ne sera pas suivie parce qu'elle va entraîner une surcharge de travail, ne la mettez pas en place, pas parce que ce n'est pas une bonne idée, mais parce que ce ne sera pas un bon investissement pour l'entreprise. Il y a probablement d'autres choses à trouver. Alors, je sais, j'arrive à ma question préférée. Oula. Alors, il n'y a rien de piège. 2026-2027, on arrive sur le cycle de réélection des élus. Ce qui fait Oui. que dans les prochains mois, on va avoir de plus en plus de personnes, peut-être, qui vont être élues pour la première fois et qui découvrent le métier d'élu. Et j'aime bien demander à mes invités quels conseils pratiques, 3, 4, 5, tu jauges un peu la quantité, c'est pas ça qui est important, mais des choses très pratiques et très concrètes que tu pourrais donner à des élus pour qu'ils soient le plus rapidement possible à l'aise dans son mandat et capable de savoir ce qu'il peut faire ou comment le faire. Se former le plus tôt possible, parce que malheureusement, je sais que y en a certains en fait, ils se connaissent leurs droits bien trop tard, ou ils se disent oh en fait les 5 jours de formation, je vais les faire la dernière année, et en fait ils découvrent plein de choses à ce moment-là. Donc oui, se former le plus tôt possible. Discuter avec les anciens élus des différentes problématiques. C'est une source de savoir. Hein. Un élu, bon certes, il se représente peut-être pas, mais pour ses raisons personnelles, pro, je ne sais quoi. Mais en tout cas, lui, il sait comment a fonctionné l'entreprise, comment s'est passé son mandat, potentiellement quels sont les prochains projets, etc. en cours. C'est une mine d'informations aussi les anciens élus, donc créer une passation en fait qui n'existe pas vraiment dans la loi, hein, par un bilan de fin de mandat, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais créer des espèces de réunions entre les anciens et les nouveaux, ça me semble quand même hyper intéressant. Après, bon, moi, d'un point de vue aussi pratico-pratique, je dirais aussi de lire un petit peu les différents documents du CSE, par exemple le règlement intérieur de CSE. C'est déjà une bonne source d'information aussi de ce que c'est qu'un CSE et comment il fonctionne sur ces points-là.
Et puis après, bon, bah, d'un point de vue pratique, mais bon, je dirais tous les salariés sont censés aussi savoir le faire un minimum, c'est les accords collectifs qui existent dans l'entreprise, par exemple. Ces sujets-là sont hyper intéressants, notamment sur tout ce qui va être mis en place du CSE, de savoir si on a une commission santé, sécurité, conditions de travail, c'est bien, mais qui est dedans, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Ça peut donner aussi des idées, par exemple, c'est un nouvel élu. Est-ce qu'il va se présenter à la commission santé, sécurité, conditions de travail? Je veux dire, si demain on te dit, tiens, t'es nouvellement élu, faut qu'on fasse, j'en sais rien, l'élection du secrétaire, du trésorier, de la commission santé, sécurité, conditions de travail, si on ne dit pas ce qu'il y a dedans et ce qu'il faut faire, tu vas jamais te présenter en fait. Donc, Surtout si tu n'as pas fait la donner ces formation infos-là, SSCT. voilà. Donc ça me semble être hyper important, du coup, de faire ces formations le plus tôt possible, d'échanger avec les anciens élus. Et puis, du coup, potentiellement lire les docs aussi internes, je sais pas, les prochains, les anciens, j'en sais rien, les 3 derniers, par exemple, procès-verbaux, pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Pour, du coup, être opérationnel pour la première réunion de CSE, quoi. Mhm. Et c'est OK de pas savoir. C'est même normal quand on C'est arrive normal, en fait, dans un... c'est normal. C'est quelque chose qui, enfin, même en ayant fait, par exemple, des études de droit, le CSE, il y a des règles légales, mais en interne, c'est pas, enfin, c'est beaucoup, enfin, il y a plein de choses qui sont différentes selon chaque entreprise. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de discuter entre les élus, de savoir comment ça se passe, etc. C'est normal de pas savoir. C'est, comme je disais, en fait, le métier, enfin, le rôle de CSE est devenu un métier à part entière, en plus avec toutes les missions qu'il y a à faire, en fait. Mhm. Et même nous, en tant que formateurs, parfois on arrive dans des entreprises où on n'a pas eu les accords de dialogue social. Mm. On annonce des choses qui sont le minimum réglementaire. Et puis les élus disent, ah bah non, mais chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Et Oui. là, tu as un moment où tu rames un peu parce que tu sais pas si ça fonctionne pas comme ça de façon empirique ou s'il y a un vrai accord sur le sujet. Et ce que j'essaye de faire systématiquement maintenant dans mes clients directs, c'est que je demande, est-ce qu'il y a des accords de dialogue social? Mm. Est-ce que vous pouvez nous les transmettre? Et comme ça, mon formateur, ma formatrice ou moi, ça dépend qui va faire la mission, mais celui qui va être sur la mission a possibilité de lire ces infos. Et là, quand tu arrives en formation, que tu dis, voilà, là, le code du travail dit ça, mais chez vous, ça se passe pas comme ça, que vous en avez pas encore parlé, les stagiaires, ils sont bluffés, ils se disent, ah ouais, franchement, le travail, il est carré. Et je pense que ça devrait être normalisé systématiquement d'avoir accès à ces documents et d'avoir un vrai travail en amont avant les formations obligatoires et pas Mm. juste d'envoyer ton formateur parce que voilà, il connaît, il sait comment ça se passe, il en a déjà fait des centaines de formations. Alors oui, c'est peut-être un très bon formateur, mais si vous ne lui donnez pas tous les outils pour qu'il fasse la formation à l'avance dans les meilleures conditions, il va peut-être se retrouver en difficulté parce qu'il y a un accord qui connaît pas et il sait pas, et peut-être que les élus ne sauront même pas qu'il y a un accord qui déclenche cette Oui. chose, et le formateur va dire, bah non, c'est bizarre. Alors, des fois, on est malin, on dit, bah c'est mieux pour vous, tant mieux, mais parfois, on peut dire, bah ça me semble quand même bizarre, cette histoire, je comprends pas pourquoi. Et ça pourrait desservir le formateur parce qu'on lui a pas donné les infos avant pour bien faire les choses. Ouais, je le vois bien en sous-traitance, notamment aussi, par exemple, quand il y a des CSE centraux ou d'établissements que tu n'es pas forcément au courant, qu'ils ne savent même pas trop ce que c'est sur ces sujets-là, et puis les informations consultations peuvent changer, les délais, etc. Donc, si on n'a pas l'accord ou qu'on n'a pas potentiellement règlement intérieur, on se retrouve un peu gêné. Alors bon, souvent, du coup, le premier jour de formation, je demande les docs, et à la pause, je jette un coup d'œil très rapidement sur les différences, et je le prends sur une note, etc. Enfin, je prends en note, etc. Pour tout le long de la formation. Mais c'est vrai que si on l'a en amont, c'est quand même vachement plus intéressant que de faire ça dans l'urgence au moment de la formation, quoi. Oui, et puis pensez aussi à vos pauvres formateurs. Ils ont peut-être envie d'aller faire une pause, d'aller marcher 5 minutes, d'aller boire un café, de se changer l'air plutôt que de lire des accords de dialogue social pendant les pauses. Enfin, pensez à nous aussi. On est des humains et on aime bien profiter des temps de pause comme tout le monde. Est-ce que tu as remarqué une habitude qui était un peu ancrée chez les élus du CSE sans raison et qui n'est pas forcément bénéfique? Un truc que tu peux dire, voilà, si tu vois ça, change-le parce que ça va rien t'apporter. Et une qui m'arrive régulièrement, c'est que beaucoup attendent que l'employeur signe le procès-verbal du CSE. Hmm.
Ce qui, du coup, est dérangeant parce qu'en fait, de base, c'est le secrétaire qui rédige le procès-verbal, qui est ensuite adopté à la majorité des titulaires et ensuite il est diffusé. Sauf que c'est assez régulier quand même que, bah, du coup, l'employeur, enfin en tout cas le président de CSE, sont pas forcément d'accord avec ce qui est écrit dans le procès-verbal. Et si on attend forcément sa signature, bah, du coup, le secrétaire, potentiellement, est obligé de modifier sa version, qu'il n'avait pas forcément envie de modifier, avant de le diffuser aux salariés. Alors que la signature du procès-verbal par l'employeur, elle est absolument pas obligatoire. Euh, bon, j'en ai quelques-uns qui me l'écrivent dans le règlement intérieur notamment, donc là ça me gêne un petit peu, mais si c'est pas écrit, il n'y a rien qui oblige d'attendre sa signature. Alors oui, on l'a, tant mieux, hein, on va pas aller s'offusquer d'avoir une signature alors qu'on est très content de l'avoir et au moins il est d'accord avec ce qui est écrit dedans, mais s'il n'est pas d'accord, c'est pas grave en fait. Le procès verbal derrière, s'il est adopté à la majorité des titulaires, il est diffusé et c'est hyper important de le diffuser aussi aux salariés parce que c'est ça qu'ils ont en fait comme info potentiellement de ce qui se passe dans l'entreprise. Alors moi je leur conseille tout le temps de faire des flash infos, des minutes CSE, bref ils l'appellent comme ils veulent pour discuter avec les salariés avant cette adoption de procès verbal, mais ce qui fait foi c'est ce procès verbal. Donc si c'est modifié parce qu'on le modifie pour avoir la signature de l'employeur, ça reste dérangeant. Et ça peut même être entravant. Oui. Et c'est ça qui est un petit peu dangereux. Alors, il faut essayer de faire les choses le plus vite possible. Moi, ce qui me désole parfois, c'est surtout dans les CSE entre 50 et 300 salariés où tu as une réunion tous les 2 mois. Et du coup, il y a l'habitude de faire valider les PV à la réunion suivante. Donc, ça veut dire qu'en gros, la réunion on a une réunion début janvier. On va valider à la réunion mars. Et la réunion de début janvier, elle parlait des événements qui ont lieu entre novembre et décembre. Et on se retrouve en mars à communiquer sur des événements qui ont eu lieu 4 mois avant. Les salariés n'ont absolument plus intérêt à lire ces documents parce que c'est beaucoup trop tard. Donc si en plus de ça, vous rajoutez cet accord qui traîne de la direction, vos PV, ils ne servent plus à rien. Si, ça laisse de la trace, mais ils n'ont plus du tout l'objectif de communiquer avec les salariés sur ce qui s'est passé dans votre entreprise. Et donc moi, j'encourage les élus et les CSE qui sont intéressés à mettre en place un système de validation entre les réunions pour gagner du temps. Parce qu'il n'y a absolument nulle part dans la loi quelque chose qui impose de valider en début de la réunion plénière. C'est une habitude qu'on a depuis toujours. Et pourquoi pas, à la limite, dans les entreprises où tu te vois tous les mois, tu as 1 mois et demi de retard sur les infos, c'est pas fou. Mais bon, ça se fait. Mais dans les entreprises où il y a une réunion tous les 2 mois, c'est se tirer une balle dans les pieds parce que derrière, ouais, mais en fait, les infos, on les a toujours trop tard et vous allez nous communiquer sur des choses qui parfois sont peut-être plus d'actualité parce qu'il y a eu un contre-ordre, il y a eu une autre info. Ou pire, la direction a déjà communiqué auprès des managers sur ces choses-là et les choses ont déjà été validées et le CSE arrive pour dire « Ah, au fait, il y a ça, oui, on le sait, ça fait 6 mois qu'on vit ça, quoi. » Et c'est terrible parce qu'on perd en crédibilité à ces moments-là. Écoute, on approche tout doucement de la fin de notre épisode. Est-ce que tu aurais une ressource, quelque chose que tu aimes beaucoup partager avec tes élus, que tu pourrais donner toujours peut-être pour les nouveaux élus qui vont nous écouter, qui vont passer par là? Alors, d'un point de vue santé, sécurité, conditions de travail, pour moi, la mine d'information, c'est le site de l'INRS. Vraiment hyper intéressant sur tout ce qui va être risque. Il va y avoir, par exemple, le harcèlement, il va y avoir des exemples de sondages, etc. Enfin, pour moi, le site de l'INRS, c'est une source d'information. Après aussi, ce que j'aime bien donner, alors c'est assez classique, hein, moi, ça va être du Légifrance. Mais Légifrance, par exemple, beaucoup ne savent pas qu'on peut regarder les accords d'entreprise des autres entreprises. Depuis 2018, il me semble que maintenant, il y a une obligation de publication. Alors, pas sur tout, mais sur une grande majorité des accords collectifs. Et je les invite notamment pour savoir, par exemple, sur un accord télétravail, qu'est-ce qui se négocie dans d'autres entreprises du même secteur d'activité, pour les NAO, etc. Pour savoir, tiens, à côté, ils ont négocié quoi, en fait? Et c'est vrai que beaucoup ne savent pas qu'en fait, on peut retrouver leurs accords collectifs. Donc, je donne aussi cette petite astuce. Et puis après, d'un point de vue aussi pratique, le Code du travail numérique est quand même plutôt bien fait pour leurs questions particulières, d'autant plus qu'elle prend en charge, on peut regarder directement aussi avec la Convention collective nationale, on peut directement mettre le nom de la Convention collective et du coup derrière retrouver les infos. Alors certes, c'est pas un juriste qui vous donne les infos non plus, mais en tout cas, on a les grandes bases et on est sûr que c'est correct. C'est extrêmement intelligent ce que tu viens de dire, j'y avais jamais pensé.
Parce que je sais que sur Légifrance, on a accès aux conventions collectives, mais j'ai jamais pensé à dire que. Alors, je leur dis souvent d'aller voir la leur, mais aller voir celle des copains qui font le même métier que nous, qui travaillent dans le même secteur d'activité, c'est extrêmement pertinent. Alors, ça en reste que des accords collectifs, donc il n'y a pas d'obligation, mais on peut voir en tout cas ce qui a été fait. Et si on est des très grosses boîtes qui sont acteurs majeurs du marché et que des petits concurrents ont été capables de mettre en place des choses, peut-être Mm. se poser la question pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire. Ou des sujets novateurs, par exemple, tu vois, le congé menstruel, ça peut te donner des idées sur, du coup, qu'est-ce que font d'autres entreprises, comment ils le mettent en place, est-ce qu'ils demandent, j'en sais rien, des justificatifs, combien de temps, etc. Ça peut donner des idées sur des choses qui ne sont pas classiques, par exemple, du salaire, quoi. Mhm. Ou les congés de temps responsable, je ne sais plus comment ils s'appelaient, c'était pas les RTT, c'était les TTR, le temps de trajet responsable, voilà, c'est ça, qui du coup permettait à certains salariés qui en fait du coup voulaient utiliser des modes de transport plus vertueux, d'avoir potentiellement 1 ou 2 jours de congé en plus, qui au lieu de prendre l'avion, ils avaient la possibilité de prendre le train, etc. Alors c'était dans une certaine limite, c'était par exemple, il faut faire plus, j'en sais rien, de 800 km en train, etc. Mais ça peut donner des idées de sujets qui ne sont absolument pas traités, en tout cas par la loi, ni la jurisprudence, quoi. Mhm. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, en parlant des sujets de congés, je me rappelle avoir lu un article sur une entreprise qui avait testé les congés en illimité. Mm. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a des gens, c'est vraiment des. Ils paniquent dès qu'ils n'ont pas le contrôle. Il faut qu'ils contrôlent tout, qu'ils valident, qu'ils fassent à l'avance. Et du coup, dans leur boîte, ça n'a aucun sens puisque tout est en illimité. Et ils expliquaient que les gens n'abusaient pas du tout de ces congés. Et je Oui. pense que quand tu as une bonne boîte, qui a une bonne éthique de travail, un bon relationnel, que tu es intéressé par ton boulot, en fait, c'est tellement sain de travailler pour toi que tu es content de revenir travailler parce que c'est ce que tu aimes faire. Et parfois, j'entends des gens qui sont en arrêt et qui me disent: Alexis, j'en ai marre d'être en arrêt. Moi, ce que je veux, c'est rentrer au boulot parce que je m'ennuie. Et ben, je me dis, en fait, c'est le même principe quand tu appliques ça au congé. Alors, il y a peut-être des gens qui vont abuser du système, mais à la limite, ça se traiterait peut-être d'une autre façon. Mais la majorité des travailleurs, si tu les as sélectionnés pour ce poste, s'ils sont bons pour ce poste, ne pas venir travailler, au bout d'un moment, ils vont s'ennuyer. Et en tout cas, ils vont pas avoir le lien social, les objectifs qui les épanouissent au travail. Et peut-être que il y aura beaucoup moins d'abus que ce qu'on imagine. Mm, tout à fait. De toute façon, des abus, il y en aura tout le temps. Même si les congés sont posés, entre guillemets, cadrés, etc., tu auras toujours des salariés qui, j'en sais rien, ne se présenteront quand même pas, ou qui, du coup, essaieront de négocier un arrêt maladie pour quand même partir en congé. Enfin, des abus, il y en aura toujours de toute façon. Mais on voit toujours le mauvais côté en se disant, oh, il y aura des abus, plutôt que de voir, en fait, en pratique, ça fonctionne. Donc, pourquoi pas tester, en fait? Absolument. Et il y a une étude que j'aime bien qui avait montré, c'était une étude sur la fraude sociale, que sur tous les analyses qu'ils avaient fait, ils avaient remonté 5% de fraude sociale. Et c'est assez minoritaire, du coup, ça veut dire qu'il y a 95% de gens honnêtes dans notre pays, en tout cas dans la population étudiée. Et il faut croire que les gens sont bons et ils ont envie de bien faire les choses. En tout cas, moi, ça fait partie des choses que je porte dans le dialogue social et dans le CSE. Et je pense que tu partages aussi ces valeurs-là, Audrey. Tout à fait. On va terminer notre épisode. Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Quelle est ton actualité? Voilà, parle. C'est le moment de faire un peu ta promotion pour donner envie. Je fais ma pub. Parle de toi. On fait de la pub si on veut, mais je pense que c'est bien plus qu'une pub. Alors moi du coup, je suis pas mal active sur LinkedIn. Ça dépend des actualités aussi, juridiques et cetera qui se passent, donc faut pas hésiter à me suivre sur LinkedIn parce que je vulgarise en fait, par exemple, les lois qui vont passer et cetera et qui permettent aussi, du coup aux élus, d'avoir des infos qui, du coup n'auraient pas forcément parce que, on est bien d'accord, hein, chacun sa veille juridique, c'est pas votre métier, moi c'est le mien, donc autant en profiter d'avoir, quelque chose de vulgarisé et d'actualisé, et puis après, sinon on se retrouvera certainement, enfin j'espère avec grand plaisir en formation. J'espère aussi, parce que c'est un plaisir de travailler avec des profils passionnés comme le tien. Et je suis convaincu qu'on a beaucoup à gagner à rendre accessible le droit, le rendre alors simple, sans être simpliste, mais en tout cas concret. Se dire, voilà, cet article de loi concrètement, comment je vais pouvoir l'appliquer dans mon quotidien. Et c'est notre boulot en tant que formateur d'arriver à ça. Et c'est super chouette d'avoir des juristes aussi qui savent
ne pas être trop juriste, si tu me permets l'expression, mais être des facilitateurs pour l'information. Ben, merci à toi Audrey. Le SAV DCSE, Merci à toi. c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Ça nous fait toujours plaisir de voir des vues, des gens qui écoutent les podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ben, moi aussi, je suis sur LinkedIn, soit sur mon profil personnel Alexis Maes ou sur Dice Academy. Dice Academy sur Facebook, Dice Academy FR sur YouTube et sur Instagram, Thread et TikTok. Le SAV des CSE, c'est aussi le nom du podcast. L'objectif, c'est de vous accompagner après vos formations CSE. Donc, si vous n'avez pas encore été formé, contactez-nous. Si vous avez déjà été formé, mais que vous vous sentez un petit peu perdu, vous avez des doutes, bah, l'outil est là. On a aussi un Discord, un serveur qui est disponible pour tous les élus qui veulent communiquer entre eux, qui veulent poser des questions. Alors, on ne fait pas du 24-24, 7 jours sur 7, mais on essaie de répondre aux questions de nos élus. Et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles après les formations également, de voir comment ça s'est passé, comment ça se passe votre quotidien et comment est-ce qu'on peut continuer à vous aider. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.